Alors là, on va aller un peu plus dans le nord puisqu'on va aller dans le Pas-de-Calais. Autant là, on a vu un équipement entièrement privé. Là, on va aller sur un équipement public et on accueille monsieur. Donc, on va à Grenay, qui est dans la communopole de Lens-Liévin, pour la médiathèque Estaminet. Alors, on accueille le maire de Grenay, monsieur Christian Champiré. Bonjour. Et Monsieur Ali Boukassem, qui est le directeur général des services et qui est le directeur de la médiathèque. C'est un projet plus classique où on n'a pas de référence mondiale et tout, même si les murs de la ville, il y a longtemps qu'on les a mis à la disposition des jeunes avec un artiste à chaque fois qu'on paye, bien sûr. Donc que ce soit les murs du cimetière, que ce soit les murs des transformateurs électriques, que ce soit les murs des passerelles, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille dessus avec un artiste français de la ville et puis depuis 4 ans avec un artiste irlandais puisqu'on est jumelé avec une ville irlandaise. Non, moi je venais vous parler un petit peu de... Alors, Grenay, c'est une petite ville, comme ça a été dit, du Nord-Pas-de-Calais, du bassin minier, et pas de l'ex-bassin minier, parce que c'est toujours le bassin minier. On est dans la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Le terme de communopole a été abandonné depuis quelques années. On est à 5 km du Stade Bollaert, qui est quand même le centre de la région. Il y a le Louvre-Lens qui est installé juste à côté. Donc, on est une ville minière, 7000 habitants, 3 cités. Alors, pour expliquer notre ville, jusqu'en 1900, il y avait 300 habitants. Ça faisait un millénaire qu'il y avait 300 habitants. Et puis, en 1913, il y avait 6000 habitants. Ça a été la ruée vers l'or noir français, le charbon. Et puis, on a donc trois cités minières. Les puits de mines ont fermé en 1967-1969. Donc, la désindustrialisation, le chômage. Vous connaissez tous la situation du bassin minier. On a un collège communal, enfin, où on accueille les élèves de la commune. J'y étais ce matin jusqu'à 11h, puisque je suis prof aussi. Et puis 72% de logements sociaux, puisque les cités minières ont été transformées en logements sociaux à la fermeture des mines. Le potentiel fiscal de la ville est l'un des plus faibles de France et le taux de chômage est supérieur à 20%. Donc on avait intérêt à changer l'image de la ville et à permettre aux gens qui ont des difficultés sociales évidentes à vivre dans un cadre de vie qui soit plus attractif, plus attrayant, qui donne envie de rester et qui donne envie d'entreprendre pour les enfants. Donc le premier exemple qu'on vous présente, c'est la place en centre-ville, qui était la place Jean Jaurès. Alors c'est une ville communiste depuis 1945, avec un petit intermède socialiste entre 47 et 53. Jean Jaurès, c'est notre Marianne dans le bureau de la mairie. C'est le maire de 45, c'était un mineur qui avait été blessé durant la Première Guerre mondiale et qui donc a choisi Jean Jaurès à la place de Marianne. Donc la place Jean Jaurès, c'était vraiment un lieu important du centre-ville. C'était une place traditionnelle où on tournait autour avec les voitures devant l'école maternelle, devant le collège, devant la salle des fêtes. Et on a travaillé avec une artiste plasticienne, Carmen Perrin, d'origine bolivienne, qui vit en Suisse, qui pour réaménager cet espace, puisque il y avait l'un des joyaux de la ville, c'est le bâtiment que vous voyez en brique, qui est la sécurité sociale minière, puisque dans une ville minière, évidemment, c'était un lieu important. La DRAC l'a classé en 2012, au moment du classement du bassin minier à l'UNESCO. On s'est rendu compte qu'il fallait peut-être classer aussi des bâtiments, et donc le bâtiment de la sécurité sociale minière a été classé dans son style art déco à l'inventaire du patrimoine. Et donc cette place, elle a été retravaillée avec les habitants. L'artiste a pris le temps de rencontrer les gens, les associations, de voir un petit peu ce qui pouvait caractériser la ville, et le choix du matériau, la pierre bleue, la pierre de Soigny, c'est en fait parce que sur toutes les maisons des mines, à l'entrée, sur les pas de porte, sur les rebords de fenêtres, vous aviez de la pierre bleue. Et donc on a travaillé avec toute la population pour que cette place, qui était une place où on fait le marché, où on stationne, soit considérée comme un objet d'art. Et on a découvert en faisant cette place un puits gallo-romain. Et on a choisi de mettre un coffre au trésor dedans où les enfants des écoles se sont écrits pour dans 50 ans, puisqu'on l'ouvrira dans 50 ans. Donc évidemment, les adultes ne sont pas écrits pour dans 50 ans. Moi, j'ai pas pensé à m'écrire pendant 50 ans, mais les enfants, eux, se sont écrits, et donc ça a donné lieu à
un grand travail avec l'artiste et ça aboutit à ce résultat. Alors la pierre bleue, elle a ceci de magique, c'est qu'elle change de couleur en fonction du temps. Donc il pleut de temps en temps dans le Pas-de-Calais. C'est vrai, c'est pas une légende. Donc elle prend une couleur très bleutée, mais elle peut aussi noircir comme le charbon ou devenir blanche quand il y a du soleil. Alors c'est vrai que c'est plus rare, mais ça arrive l'été qu'on ait quand même du soleil et à ce moment-là, elle devient presque blanche. Ça a permis de travailler avec les habitants sur ce qu'est l'art contemporain, comment une place peut avoir un sens et comment on fait pas simplement de s'y croiser et pas simplement d'y poser sa voiture avec des belles lignes blanches pour symboliser, mais qui reste, même quand la voiture est partie, il y a quand même les lignes blanches et on sait que c'est destiné à la voiture. Là, au contraire, c'est destiné à tout à chacun, à toutes les activités. Donc, on a cassé ces repères et on a permis de travailler avec les habitants sur là-dessus. On avait travaillé avant sur la réalisation d'un espace culturel, et puis ensuite on a enchaîné avec une médiathèque. Alors la médiathèque, je suis prof, comme je vous l'ai expliqué, mais mes collègues de primaire m'expliquaient qu'à 3 ans, à l'entrée en maternelle, on savait déjà les enfants qui allaient réussir et les enfants qui allaient rater leurs études parce qu'ils ne possédaient pas l'oralité. Et quand vous ne possédez pas l'oralité à 3 ans, ben c'est fichu. Et donc le seul moyen, c'est de travailler la lecture publique avec les parents, sauf que c'est compliqué de faire revenir les parents à l'école. On peut toujours se le raconter, mais c'est pas si simple. Et donc l'idée, c'était de faire une médiathèque. Alors évidemment, une médiathèque, c'est un objet culturel qui est connoté et que tout le monde ne rentre pas dans la médiathèque. Même si c'est le lieu culturel le plus fréquenté de France, il y a des codes, il faut savoir se tenir, il faut savoir se comporter, et donc vous avez des tas de gens qui ne rentrent jamais dans une médiathèque. Donc l'idée, c'est comment on fait pour, d'abord, pour que les financeurs, parce que j'avais pas d'argent à investir de la ville là-dessus, il fallait l'aide des financeurs. Comment les financeurs déjà acceptent de financer une médiathèque dans une ville de 7000 habitants socialement défavorisée? Il y a Lens à côté, il y a Liévin, il y a déjà des médiathèques autour. Et comment on fait pour que les gens se disent c'est mon lieu? Donc on l'a baptisé médiathèque estaminée. Donc évidemment, dans la pile, ça choque comme nom, et donc les pouvoirs publics ont regardé un peu plus attentivement. Et puis les habitants, on les a amenés à aller visiter des médiathèques et à se dire qu'est-ce que j'aimerais avoir moi dans ma ville, qu'est-ce que je voudrais retrouver, quels sont les services que je voudrais avoir, parce qu'on ne peut pas simplement avoir une médiathèque, il faut que ce soit la maison de service comme on dit aujourd'hui, puisqu'on donne des noms à tout, mais c'est en fait le lieu où on fait rentrer. Et donc on avait dès le départ l'idée de faire rentrer la PMI, la protection maternelle infantile, dans la médiathèque, pour que, si on veut pouvoir choper les parents, et ben, au moment de la grossesse, au moment de l'accouchement, au moment où ils viennent avec le tout petit, c'est là qu'on peut leur rappeler que raconter une histoire à un enfant, lui parler, ne pas simplement le coller devant un écran ou lui crier dessus, ça s'apprend, et qu'on peut, même si on a raté ses études scolaires, puisque malheureusement on a beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi à l'école, on peut quand même être un parent qui fait attention et qui va permettre à son enfant d'avoir des livres, de toucher, enfin ces choses-là. Donc il fallait que la PMI soit là, le relais assistante maternelle aussi, évidemment que nos jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, ils ont toute leur place dans une médiathèque, sauf qu'il faut leur dire que c'est pour eux. Donc la mission locale devait s'installer là. Et puis vous allez voir, on a eu d'autres idées à mettre dedans. Mais on est allé en Belgique, on est allé aux Pays-Bas, on est allé en Angleterre, on est allé en région parisienne, on est allé dans la région avec les personnels qui allaient travailler dedans, puisqu'il n'était pas question pour la ville de recruter des tas de monde supplémentaires. Donc il fallait que les agents qu'on avait déjà, qui sont des animateurs, qui sont les affaires scolaires, qui sont le service communication, qui sont le CCAS, qui travaille à la protection maternelle et pour le relais assistant maternel, il fallait qu'ils soient dans la médiathèque et qu'ils soient là en tant qu'acteur de la médiathèque et pas à côté de la médiathèque, parce qu'on en a visité où les services sont à l'intérieur, mais tout est cloisonné et se parlent jamais, ils travaillent jamais ensemble. Là, c'était pas notre souhait. Et puis pardon. Donc vous avez quelques photos là de cette médiathèque. On a mis une cuisine aussi. Alors ça a été un grand débat avec le département. À quoi peut bien servir une cuisine dans une médiathèque? Donc j'ai expliqué au département qu'il avait aussi la responsabilité du RSA. Et que le RSA, c'est quand même l'art de donner 400 € par mois à une famille et de lui dire il faut en plus que vous soyez intelligente à faire des plats bien préparés. Et où est-ce qu'on apprend à faire des plats? Dans une cuisine. Et donc si on veut que les gens qui sont au RSA, qui sont ceux qui sont le plus éloignés de la médiathèque, entrent dans la médiathèque, il faut leur donner un prétexte. Et donc la cuisine, c'était le prétexte de faire les ateliers
dans la médiathèque, et à partir de ces ateliers, de leur permettre justement de se dire qu'elles étaient chez elles. Notre slogan, c'est bienvenue chez vous. Mais il faut d'abord rentrer, il faut pousser la porte, il faut avoir le sentiment que c'est fait pour. Donc cette cuisine, elle a fait l'objet de nombreux débats, mais aujourd'hui, le département trouve que c'est une bonne idée parce qu'en effet, il y a une vraie fréquentation et que ça permet de créer des tas d'activités. Enfin, la France et la bouffe, c'est quand même synonyme. Et donc, le fait d'avoir une cuisine, ça permet de développer un grand nombre d'activités. Donc là, vous avez des photos de nos visites dans différentes médiathèques. Pour que les jeunes s'approprient le lieu, on a travaillé avec les écoles et le collège pour présenter la médiathèque au fur et à mesure qu'elle se construisait. Il y a eu des visites de chantier et puis il y a eu la réalisation d'un jeu par le CAJ pour justement permettre aux jeunes de savoir où est-ce qu'ils allaient mettre les pieds. Et puis on était dans l'emballement du Louvre-Lens. On avait eu le chantier du Louvre-Lens et à Lens, donc ils avaient créé la maison du projet. Donc nous, on n'est pas 30 000 habitants, on n'est que 7 000, donc on a fait la cabane du projet. On a récupéré un container et puis on l'a décoré avec les couvertures de livres. Donc là, c'était une grande discussion avec certains habitants. Oh, les jeunes, ils ont déchiré les livres, ils ont collé. Qu'est-ce qu'on fait d'un livre? Comment justement toute la culture de la bibliothèque? Ça a été l'occasion de travailler avec eux, de faire des livres avec des livres, des tas de supports et des tas de choses. Et donc on a pu présenter le projet pour que les gens se l'approprient. Et puis on avait déjà une petite bibliothèque municipale qui était dans les locaux de la Caisse d'épargne, puisque la Caisse d'épargne nous avait lâchement abandonnés. C'était plus simple, hein, on parlait des problèmes de cœur de ville, mais quand on voit en effet une institution comme la Caisse d'épargne fermée, c'est toujours compliqué. Donc on l'avait récupéré comme médiathèque provisoire et on a transféré les livres de la médiathèque de la Caisse d'épargne jusqu'à la nouvelle médiathèque par une chaîne humaine avec les élèves des écoles et du collège. Et donc on a donné la carte à tous les élèves. Je suis un maire communiste, donc j'ai quelques tendances staliniennes. Je les assume, et donc tous les élèves depuis la maternelle, leur rentrée à la maternelle jusqu'au collège, tous les ans on vérifie et ils ont la carte de lecteur. Ils l'utilisent, ils l'utilisent pas, mais en tous les cas ils ont la carte, ils peuvent y accéder. Et vous le verrez après, dans les écoles maternelles et primaires, on sait bien qu'il y avait les BDI, que les enseignants avaient des problèmes avec les fiches cartonnées, il faut emprunter, personne le rend et tout. Et donc comme on a mis la médiathèque avec le système RFID, on a mis des plateformes RFID dans chacune des écoles. Et donc, les enfants peuvent emprunter le livre à l'école et le remettre à la médiathèque, peuvent l'emprunter à la médiathèque et le rendre à l'école. Et ça permet d'avoir quand même un flux plus important et donner du sens au fait qu'on ait donné les cartes à tous les élèves. Donc, vous avez ensuite une page sur l'inauguration, qui a été un grand moment festif qu'on avait longuement préparé, puisque la médiathèque a été réalisée avec quelques mois de retard, puisque les entreprises ont du mal à tenir leur délai. Et donc c'est bien Jacques Bonafé qui a inauguré. Et on avait prévu de faire une visite VIP avec... Alors je vous explique, dans le bassin minier, les villes communistes et les villes socialistes, on a toujours eu du mal à travailler ensemble. Et donc le président de région étant socialiste, c'était la première fois qu'il mettait les pieds à Grenay. Mais il est venu pour l'inauguration et donc ça a été un gros moment de fête où on a reçu quand même plus de 4000 habitants durant la journée et où on a délivré plus de 400 cartes de lecteurs aux gens qui ont fait la queue pour avoir leur carte, montrant un peu l'appétence que ça avait su créer. Donc on y trouve la garderie, la PMI, le RAM, la mission locale, les secteurs jeunesse, affaires scolaires, communication, la fameuse cuisine, et puis donc la carte. Et puis un estaminet dans Pas-de-Calais, c'est un lieu de perdition où on boit de la bière. Et donc ça a été une grande discussion avec la CAF, parce que financer un lieu où on vend de la bière quand on est et à la PMI pour le département et à la CAF, c'est pas possible. Ils ont oublié tous les livres de médecine qui incitaient les mamans à donner du vin à leurs gamins au début du XXe siècle. Là, maintenant, dès qu'on parle d'alcool, donc évidemment qu'on les a rassurés que on sert pas de bière à la maman qui vient à la présentation PMI le matin à 8h. C'est évident que, par contre, à midi, quand on fait une réunion ou le soir, quand il y a un spectacle, bah là, ça a du sens. Et plutôt que de sortir des canettes de bière infectes, on sort de la bière pression qui est fabriquée localement, puisqu'on a une brasserie qui est à 5 km de chez nous et qui s'appelle en plus Page 24. Donc dans une médiathèque, ça aurait été un crime de pas servir de la Page 24. Pardon ?
Les heures d'ouverture, on l'a après aussi. Oui. Alors, au niveau de l'ouverture, oui. Le problème des médiathèques, c'est que si on réduit les heures d'ouverture, on fait se rencontrer des publics qui n'ont rien à faire ensemble. La personne âgée qui veut pouvoir discuter tranquillement avec l'attaché du livre et qui veut pouvoir discuter des ouvrages et tout, s'il est là en même temps que les jeunes qui sortent du collège, qui sont un petit peu énervés parce que leur prof d'histoire leur a donné des devoirs à faire et tout, évidemment que la rencontre, elle est compliquée. Par contre, si on ouvre largement, on se donne la possibilité d'avoir des horaires où la personne âgée qui veut rencontrer l'agent du livre, elle est en début d'après-midi quand les élèves sont à l'école, et puis quand c'est le milieu de la fin de l'après-midi que les élèves sortent du collège, à ce moment-là, elle est plus là, et puis les gamins, ils peuvent jouer au baby-foot, ils peuvent jouer aux jeux vidéo, ils peuvent et comme ça, on arrive. Donc on a 44 heures d'ouverture hebdomadaire, 9 heures en autonomie, donc 53 heures. Alors l'ouverture en autonomie, c'est simplement comme on a la RFID et que ça sert de lieu de garderie. Le gamin qui va au collège et qui veut finir sa carte de géographie parce qu'il sait que son prof d'histoire va la ramasser, il peut entrer dans la médiathèque et la faire. Il peut emprunter un livre, il peut en rendre un sans avoir un agent du livre qui est présent. Mais il y a les agents qui s'occupent de la garderie, qui sont là et qui surveillent. Ça se passe très bien. On n'a pas de soucis. Et puis le soir, quand il y a un spectacle, puisqu'il y a des spectacles de théâtre, des choses comme ça, c'est ouvert. On peut aller emprunter un livre parce qu'on s'est battu pour que les limites de la médiathèque soient les limites d'entrée et de sortie de la médiathèque. Et donc on peut emprunter un livre même le soir ou le rapporter, il y a pas de souci. La gratuité pour tous. Alors tous nos artistes sont payés, mais on est une collectivité, on n'a pas le même souci. Et la gratuité pour une collectivité, c'est ce qui coûte le moins cher. C'est toujours surprenant, mais quand vous amusez à faire un tarif, le tarif d'une médiathèque, il faut qu'il soit bas, parce que sinon c'est pas attractif. Et puis vous n'avez pas le droit de faire de distinction entre les habitants de votre ville et les habitants autour de la ville. Parce que sur toutes les mairies de France, il est marqué liberté, égalité, fraternité. Et le principe d'égalité, c'est un principe constitutionnel qui vous interdit de faire des tarifs différenciés. Même si toutes les villes de France font des tarifs différenciés pour un truc ou un autre, on est tous hors la loi, et le jour où quelqu'un va au tribunal administratif, on est sûr de perdre. Mais en tous les cas, donc il vaut mieux avoir le même tarif pour tout le monde. Et la gratuité, c'est moins cher parce que quand vous faites payer pas cher quelque chose, vous avez un agent qui enregistre, qui fait une régie, qui l'envoie au service comptabilité, qui l'envoie au maire pour signer, qui l'envoie à la trésorerie quand elle existe encore, qui nous renvoie le tout. Et quand on fait le total du temps qu'on a passé pour ramasser 2,50 €, c'est idiot. Enfin, moi je suis prof d'histoire, mais j'arrive à compter quand même. Donc et donc on a fait la gratuité pour tous et ça marche très très, très bien. Et puis l'idée qu'il va perdre sa carte volontairement, bah non, il la perd pas parce que il la perd s'il y tient pas. S'il y tient, il y fait attention et il la garde. On a donc un bar en régie municipale puisque la bière elle est servie par les agents. Ils ont été formés, ils ont la licence 2, il y a pas de souci. Et puis on a des commerçants partenaires. Là sur la photo, vous avez le pâtissier qui est en train d'expliquer un petit peu comment on fait de la tarte au libouli. C'est de la crème pâtissière en fait, hein. Mais le lait bouilli, c'est une recette de chez nous. Des commerçants partenaires, des espaces mutualisés. Faut que je me dépêche, je pense. Donc il y a des tas d'activités qui sont là, le baby-foot, l'accueil polyvalent, le banc sonore. Dans le cadre du Printemps des Poètes, on a installé un banc sonore. Donc quand vous asseyez dessus, vous avez le droit à un poème au hasard, hein, et puis vous avez le droit d'enregistrer votre poème. Si vous avez envie de partager avec quelqu'un des textes, vous avez le droit d'aller. Il y a un lieu d'enregistrement, donc on a le matériel pour enregistrer. Vous pouvez enregistrer votre poème et le donner à partager aux autres. Donc les collections adultes, choses qu'on a l'habitude de voir dans une médiathèque. Alors il pleut, c'est vrai, mais on a quand même une terrasse à l'abri du bâtiment puisqu'on a un dépôt important. Donc le cybercentre, les jeux à l'extérieur, avec l'architecte n'a pas voulu me croire. Les architectes sont des gens qui ont des solutions à tout, mais qui n'ont pas forcément un sens pratique. Ben c'est pour ça, sinon c'est pas drôle. Donc il a voulu mettre un grillage à 1,50 m de hauteur. Je lui ai dit non, c'est trop haut. Il m'a dit non, c'est bien, ça. Les parents seront rassurés par rapport aux petits qui peuvent sortir dans le jardin. Sauf que le grillage à 1,50 m, les gamins passaient par-dessus pour aller arracher une branche aux arbres qui sont dans le jardin, ils repassaient de l'autre côté, et puis le grillage est tombé une fois, il est tombé deux fois, il est tombé trois fois, et les agents de service technique m'ont dit quand même, monsieur le maire, on va pas s'amuser à remettre le grillage à chaque fois. Je dis remettez un grillage à 1 mètre. Et donc ils ont mis un grillage à 1 mètre, il est plus cassé, et les branches repoussent, parce que il n'y a plus personne qui veut passer au-dessus d'un grillage d'1 mètre, tout le monde est capable de le faire.
Ça s'appelle, enfin, on a tous été gamins, on a tous fait des conneries, et les gamins d'aujourd'hui sont pareils. Quand c'est 1m50, il y a un défi, quand c'est 1 mètre, il n'y a pas de défi, donc ils le font pas, et ça sert à rien. Je vais m'arrêter là, je vais plutôt répondre à vos questions. Pardon? Ah oui, les microfolies. Oh, mais il y a tellement de choses. Donc, on a découvert les microfolies. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le principe, c'est la Villette qui a lancé ça, pour mettre le musée numérique à portée de tous, parce qu'un musée, c'est un lieu qu'il faut appréhender avant de fréquenter. Et donc, on a sauté sur l'occasion pour transformer notre salle de diffusion, 1 semaine ou 2 semaines par mois, suivant les mois et les vacances scolaires, en lieu d'exposition des musées numériques. Et puis, on a un Fab Lab pour attirer les adolescents à fabriquer. On a une imprimante 3D, on a une brodeuse numérique, on a tout un tas de choses, parce que, comme je vous l'ai dit, le but, c'est de faire rentrer les gens pour tout prétexte, et une fois qu'ils sont à l'intérieur, on peut parler la lecture publique, on peut parler livre, on peut parler culture, mais tant qu'ils sont pas rentrés dedans, eh ben, ils passent à côté, et ça sert à rien. Donc oui, on a depuis le mois de février, ça a permis au ministre Riester de venir, de partager les crêpes avec des gens qui sont en RSA, qui ont parlé à un ministre et qu'on peut expliquer pourquoi elles venaient à la médiathèque et pourquoi c'était leur lieu. Et c'est pas, dans la France actuelle, c'est pas forcément ce qu'on rencontre le plus. Merci. Merci. Alors, Monsieur le maire, on a bien compris que votre projet culturel, il est vraiment imbriqué dans cette dimension sociale et solidaire, hein, que ça fait un tout, indissociable. C'est très clair. La première question que je voudrais vous demander, c'est est-ce que c'est la dynamique du Louvre-Lens qui vous a poussé à aller encore plus loin dans ce que vous aviez envie de faire déjà? Est-ce que ça a été quelque chose qui vous a aidé là, ou bien non, c'était des choses parallèles et qui n'ont rien à voir? Pour être franc, c'est des choses parallèles parce que depuis 2001, on avait travaillé, depuis que j'étais élu à la culture, on avait travaillé sur la lecture publique, on avait recruté un agent du livre, on avait mis en place des choses avant même donc le Louvre-Lens existe. Mais c'est vrai que la dynamique du Louvre-Lens, ça a permis d'être ambitieux, de se dire on peut en effet dans le bassin minier avoir des choses qui sont exceptionnelles, et du coup et la DRAC et le département ont accepté de financer un projet qui sortait de l'ordinaire, parce que il y avait cette appétence de la culture. On pouvait pas nous dire il y a juste le Louvre-Lens et à côté il y aura un désert culturel. Donc ça c'est vrai qu'on a aussi profité de ça, mais la population du bassin minier s'était battue pour l'arrivée du Louvre-Lens, et comme je vous le dis, la cabane du projet c'était un clin d'œil à toute et à faire que les gens s'approprient le projet. Et puis la microfolie, le musée numérique, évidemment qu'on a sollicité le Louvre-Lens pour que leurs agents viennent présenter le Louvre-Lens, puisque le Louvre-Lens est associé au musée numérique, et puisse présenter, puisque à l'époque on avait créé j'ai pas eu le temps de vous les montrer, mais des établissements publics numériques Louvre-Lens. Et quand j'ai fait visiter la ville à la nouvelle directrice du Louvre-Lens, Marie Lavandier, elle a découvert que ça existait parce que personne ne lui en avait parlé. Or, c'était l'idée qu'avec le numérique, on allait pouvoir préparer les visites et tout. Sauf que ça n'a jamais de suite. Et donc là, avec le musée numérique, on a des relations pour qu'ils viennent présenter quelques tableaux, quelques œuvres, et que le public soit préparé pour la visite. Donc oui, le Louvre-Lens est un partenaire. Ils sont venus, enfin Ali en parlerait mieux que moi, mais ils sont venus travailler justement sur cette relation publique. Comment on fait rentrer les gens? Parce que le Louvre-Lens a les mêmes problématiques. Les touristes qui ont l'habitude de visiter les musées, ils viennent. Mais comment la population qui habite autour du Louvre-Lens fait-elle pour rentrer, et comment on fait venir des gens à l'intérieur d'un tel navire? Parce que évidemment, c'est impressionnant. L'autre question, la cabane du projet, c'est très amusant. Voilà. Est-ce que précisément les architectes ont animé j'allais dire, des ateliers participatifs autour de ça? Justement, ils ont profité de cette dynamique sur l'espace public, sur le. Comment ça s'est passé? Alors, le cabinet Richard Escheler, qui a accepté toutes les visites, a fait les visites, a accompagné, a expliqué. Il a aussi proposé, on a l'habitude dans notre centre culturel, le premier mercredi de chaque mois, de faire ce qu'on appelle des ciné-sandwichs, c'est-à-dire on présente un film, on casse la croûte avant, on présente un film et on en discute après. Et donc il a joué le jeu et il a présenté deux films durant la durée du projet. L'un sur une maison, c'était à Buenos Aires, sur une maison de mes voisins. La maison faite par Le Corbusier, c'est ça. Voilà, à Mar del Plata. Voilà. Ça a été l'objet de discussions et d'explications, et parce que les jeunes de la ville du CJ étaient allés voir la maison radieuse
lors des vacances précédentes. Et puis, il nous a présenté aussi un film d'Éric Rohmer. Et donc, on avait le maire et la médiathèque. Là, voilà. Là, c'était pour vous. C'était pour nous, sauf que mettre 200 personnes dans une ville comme la nôtre devant un film d'Éric Rohmer, je pense qu'on aurait pu rentrer dans le livre des records. Et on a donc discuté avec les habitants et on avait discuté, il était venu présenter son projet aussi, parce qu'on avait associé la population au choix. On avait retenu deux projets et donc la population avait été sollicitée pour choisir l'un des deux projets avec les élus pour qu'il n'y ait pas de souci. Donc l'architecte était venu expliquer son œuvre architecturale. Alors, vous savez que le titre de Rohmer, c'est le maire, l'arbre et la médiathèque. Voilà. Et est-ce que vous avez mis un arbre? Est-ce que vous avez pensé à l'arbre? Je vous ai dit, il y a des arbres et ils s'amusent à casser les branches. Bon. L'arbre de Condé, c'est le symbole de la ville, puisque avant la bataille de Lens de 1648, elle s'est passée en fait à Grenay, et le seul truc qui était un peu historique, c'était l'arbre de Condé, mais la foudre en a voulu autrement. L'arbre de Condé, on retient. Qui voudrait poser une question, relancer, parce que c'est un projet extrêmement dynamique. Hein. Moi, je trouve cette transversalité, puis vous le racontez très bien. Je trouve que vous incarnez ce projet d'une manière, j'allais dire, très sympathique. Alors, avant, sur la petite médiathèque, on avait 350 adhérents. Aujourd'hui, on est à plus de 1600 cartes qui fonctionnent par an, et on est passé à plus de 20 000 prêts régulièrement sur l'année. C'est à peu près 200 visites, 200 passages par jour, et on est ouvert quand même pratiquement 300 jours par an. Donc vous faites le calcul, c'est le lieu évidemment le plus fréquenté de la ville. Ce qui a posé un certain nombre de soucis avec les agents du livre, parce qu'on a formé tous les animateurs à la bibliothèque économique. Et donc, ils savent gérer, faire le catalogage et tout, il n'y a pas de souci. On a juste oublié de former les agents du livre à l'animation. Et donc, quand ils voient débarquer des jeunes de l'aire d'accueil des gens du voyage, c'est pas un public habituel, ou les jeunes du collège, c'est un peu compliqué. Donc, il faut, heureusement qu'on a des animateurs aussi pour les aider, les accompagner, parce que évidemment qu'on bouscule les habitudes professionnelles des uns et des autres. Ça a été un souci, mais en même temps, au bout de 4 ans, on voit que c'est une grande réussite. On a obtenu, dès l'ouverture, le prix Livre Hebdo de l'accueil, et puis là on vient d'obtenir celui de l'animation. On était 25 il y a quelques jours à Paris pour le recevoir, et on a vu que les agents se sont tous appropriés, sont venus en nombre pour recevoir ce prix. Merci. Des questions? Des remarques? Madame. Bonjour, moi c'était juste une remarque, je travaille à la ville de Boulogne-sur-Mer, donc nous sommes voisins, et je connaissais votre projet, et je me faisais la réflexion que ce soit pour le street art, pour lequel également on travaille à Boulogne, on a pas mal de murs qui ont été peints, et que ce soit pour des projets en cœur de ville avec la médiathèque, la question qui se pose, c'est la question de l'appropriation des publics. Et du coup, quel public on cible entre le street art, où peut-être on est plus sur un public touristique, un projet comme le vôtre, où on est bien sur la question de l'habitant, et vous avez dit quelque chose qui est à mon sens fondamental, c'est comment on amène les habitants à entrer dans ces lieux-là. C'est des questions que nous, on se pose aussi évidemment à la ville de Boulogne-sur-Mer. On a aussi des quartiers qui sont difficiles, on a aussi des projets de renouvellement en cœur de ville, notamment le théâtre à l'italienne. Et toutes ces questions-là, j'ai pas la réponse évidemment, et je pense que vous avez trouvé des réponses en fonction de votre territoire, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue, même si c'est enfoncer une porte ouverte. Je crois que c'est le cœur même de ce qu'on fait et de ce type de projet culturel. L'artiste n'est pas là pour faire animateur, il est bien là pour amener quelque chose de nouveau, un nouveau souffle, artiste, architecte, hein, et bien entendu avec les habitants. Et du coup, cette question qui, je pense, peut-être ne sera jamais sans réponse ou sera avec une réponse en fonction des territoires, c'est comment les habitants peuvent s'approprier ce lieu. Comment faire pour que les habitants s'approprient ce lieu? Comment faire pour que les habitants s'approprient ce projet culturel ou artistique? Voilà, c'était juste une remarque. Alors, moi, j'ai de leçons à faire à personne. J'ai juste quelques clés. C'est d'abord de les associer dès le début du projet. Et dès le début, on leur a fait visiter, on les a amenés, on a pris le temps de travailler ce projet. Alors, pas simplement parce qu'il y avait le Louvre-Lens, mais surtout parce qu'on n'avait pas de sous et qu'il fallait
monter les dossiers avant d'avoir les financements. Donc on a pris le temps quand même de les associer. Pareil pour la place où la population a été mise à contribution. Et après, c'est comment on renouvelle ce désir. Et donc la microfolie, ça a été un moyen justement de renouveler. On a la chance dans le bassin minier d'avoir des gens qui ont travaillé dans le textile. Et donc on a une dame de 75 ans qui vient animer un atelier de broderie numérique et qui peut transmettre le savoir. Et puis on a quelqu'un qui vient pour les robots et l'imprimante 3D aussi. On travaille avec le tissu économique et du coup ça donne des liens plus faciles avec les gens parce que y a toutes les catégories qui sont présentes et donc il faut en effet avoir toujours des choses nouvelles à proposer et puis il faut surtout avoir le souci de l'accueil. Bienvenue chez vous, c'est pas simplement un slogan, ça doit être en permanence et donc permettre aux gens de se sentir à l'aise et quand il y a une difficulté et donc évidemment que les pourtours c'est compliqué sur les lieux publics. Hein. Enfin, quand elle est fermée, la médiathèque, où il faut que le maire il se déplace. Il a donné son numéro de téléphone à toute la population. Et quand il y a un souci, il doit se mouiller un petit peu pour aller voir les gamins, parce qu'en effet, on a mis des bancs sonores, mais ils sont éteints la nuit. Donc, mais les gens sont persuadés qu'ils fonctionnent quand même. Que ça fait trop de bruit. C'est juste les gamins avec leurs baffes qui font du bruit. Donc, il faut y aller et il faut rencontrer les gens, il faut discuter et montrer que tout le monde a sa place. Donc, en effet, c'est un vrai souci de faire que les gens y rentrent, mais le plus beau compliment que j'ai pu avoir depuis un an, un peu plus d'un an, c'est des électeurs du Front National qui sont trop nombreux dans ma ville et qui me disent, parce que le Front National évidemment a lutté contre, a expliqué que c'était de la gabegie, qu'on allait ruiner la ville et tout, qui me disent, on n'était pas persuadés, on n'y croyait pas, et en même temps nos gamins le fréquentent et c'est un très bel endroit. Donc c'est ça aussi, c'est de faire que les gens s'y retrouvent et qu'il y ait alors ils doivent aller acheter leur ticket de cantine, ils doivent aller chercher leur truc pour les spectacles. Il y a des tas de raisons de rentrer dans la médiathèque et qui font qu'ensuite on peut s'y installer, s'y poser et voir la vie autrement. Alors, je vous ai parlé du Louvre-Lens tout à l'heure, bien sûr, parce que c'est le pôle, parce que vous-même avez parlé du stade. Hein, sinon, oui. Sinon, oui, il y a deux grandes institutions là-bas. Je suis abonné aux deux. On le sait bien. Voilà. Mais le professeur d'histoire que vous êtes, j'imagine que l'anneau de la mémoire qui est juste à côté, là aussi, est-ce qu'il y a des relations avec ça? Est-ce que ce travail sur l'histoire, sur le lieu, le territoire, tout ça, c'est articulé Alors, l'anneau de la mémoire, c'est un lieu où il y a personne. Oui, mais justement. Il faut y aller. Donc, on emmène nos élèves et tout. Voilà. Mais l'histoire, c'est aussi le fait que le bassin minier soit classé UNESCO. Et c'est d'expliquer aux habitants, imaginez, alors, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Quand vous dites qu'un bâtiment est classé UNESCO, vous imaginez un beau château, un truc. Quand on dit aux habitants du bassin minier, votre cité, elle est classée exceptionnelle à l'UNESCO. Ils vivent dans une maison des mines où leurs parents, leurs grands-parents ont vécu. Où le loyer est pas forcément très très cher, mais où le chauffage lui est très cher parce que la maison est mal isolée, et on leur dit vous êtes dans une cité UNESCO. Quel sens ça a? Et donc ça c'est un travail que l'on fait avec les écoles et avec les habitants, c'est de comprendre un petit peu pourquoi. Quelles sont les raisons qui font que leur cité, elle a quelque chose d'exceptionnel. Mais quand vous êtes locataire d'une maison HLM, vous avez rarement à l'idée que vous habitez un bâtiment UNESCO. Donc c'est plus là, l'anneau de la mémoire, c'est en tant que prof d'histoire, je les emmène et tout, et les profs de premier degré font la même chose, mais on n'a pas de relation directe parce qu'il n'y a pas de personne. Par contre, travailler avec la mission bassin minier et expliquer pourquoi, et on a fait venir des artistes pour découvrir, pour montrer, pour travailler cette chose-là. Ça, oui, on le fait sur le classement UNESCO, qui est quelque chose d'incompréhensible quand même. Vous traversez la ville, vous n'avez pas l'impression d'être... ça ne ressemble pas au château de Versailles où j'étais la semaine dernière. C'est clair. On parlait des châteaux de l'industrie, beaucoup. Oui, mais... On va à Roubaix. Monsieur Iniesta. Certaine fierté à avoir cette médiathèque. On se rend compte aussi sur le territoire que les habitants du territoire, on a mis en place des petits systèmes, comme on reçoit beaucoup d'établissements scolaires, quand les enfants repartent, ils partent avec un flyer qui donne le droit de revenir avec leurs parents, avec une entrée gratuite, etc. Et parce que même si on devrait être dans l'égalité, mais on essaye de faire ça pour le territoire, pour le département. Et en fait, on se rend compte que depuis quelques temps, il y a une certaine fierté des habitants du département à dire tiens, c'est chez nous. Et je pense que chez vous, ça doit être la même chose. Il y a une
fierté des habitants. C'est pour ça qu'on a mis à disposition des gens qui fréquentent comme des cartes postales pour la place, pour la médiathèque, pour un parcours de découverte de la ville. On a fait des choses avec des tablettes numériques. Et puis, on avait fait, au moment de l'ouverture de la médiathèque, un livre, Grenez se livre à tous. On a aidé à la réalisation, vous parliez de la Première Guerre mondiale, d'Histoire d'Os, qui est justement sur les relations entre la France, les champs de bataille de la France et l'Irlande. On va recevoir vendredi et samedi la journée nationale de l'architecture. Absolument. Grande journée avec la médiathèque qui va être célébrée. Donc voilà. je vois qu'elle va être, qui faisait la couverture de construction moderne. C'est ça. J'ai vu au passage. Tout à fait. Et puis, on a aussi eu des livres qui ont été faits dans le cadre des 10 ans de Rallance, et donc en particulier Sortir de terre, qui est une bande dessinée où il y a quelques planches sur la médiathèque. Donc oui, les habitants sont fiers, mais après c'est compliqué, parce qu'on l'a vu avec notre salle culturelle, les gens sont fiers de la salle culturelle, même s'ils n'y entrent pas. Mais ils savent qu'il se passe des choses, et donc c'est une fierté. Mais quand on leur demande pourquoi vous n'y allez pas, ah bah parce que c'est pas pour moi. Et donc la médiathèque, c'était comment on la rend indispensable à tout à chacun. Oui, on revient à cette notion d'appropriation. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à l'organisation l'organisation de la médiathèque. Vous avez parlé qu'il y avait plusieurs services à l'intérieur de la médiathèque. Donc au départ, c'était une bibliothèque que vous avez transformée en médiathèque, ou c'était déjà une médiathèque existante. Et par rapport à ça, comment vous avez, parce que vous avez parlé de services jeunesse, vous avez parlé de PMI, donc vous avez intégré des nouveaux services aussi au sein de la médiathèque. Voilà, nous on est en pleine réflexion là sur la ville sur laquelle je bosse autour de la médiathèque, et c'est une question on se pose cette question-là, à savoir jusqu'où on peut étendre les propositions au niveau de la médiathèque, et surtout comment intégrer les agents dans toute cette démarche-là. Et quand vous me dites qu'au bout de 4 ans, au final, il y a une vraie finalité par rapport à ce que vous avez reçu avec les diplômes, donc ça c'est hyper satisfaisant pour les agents. Mais à mon avis, pendant quelques années, ça a dû être assez compliqué quand même pour embarquer tout le monde. Alors, d'abord, je vous invite à venir à la médiathèque. Vous pourrez voir sur pièce et ce sera le plus parlant. Alors, on avait une médiathèque à la Caisse d'épargne où il y avait 3 agents, qui étaient là, donc dont une qui servait au service jeunesse pour la mission, pour le point information jeunesse. Ils ont servi de base. Mais on avait aussi un service jeunesse, on avait un service enfance, on avait un service affaires scolaires. Et donc, l'idée, ça a été de les rassembler et donc très vite de les emmener ensemble, aller visiter des médiathèques pour voir un petit peu ce qui s'y passait. Et par rapport à votre réflexion, on a reçu des tas de villes qui se posent la même question. Et l'élargissement, c'est ce que vous voulez. Quand on fait une médiathèque comme ça, c'est un rêve, c'est un projet. Et donc, il faut rêver avec les habitants en fonction des besoins de votre ville, de la configuration des différents services. Nous, on a retenu un périmètre parce que ça correspondait à la situation qu'on avait à l'époque. On avait expliqué qu'on avait besoin d'un bâtiment plus grand. On nous a dit non, 1300 mètres carrés, c'est assez parce que pour une ville de 7000 habitants, c'est déjà 2 fois trop grand. Et en fait, on s'aperçoit avec la microfolie que si on avait eu 200 mètres carrés en plus, ça serait bien. Mais vraiment, le projet, ça doit être votre rêve. Il faut rêver grand. Il faut arrêter de penser les choses de façon fractionnée. Et après, vous faites le tri en fonction de vos besoins. Et vous voyez quels sont les services que vous mettez. On avait la ville de Fruges qui est venue voir. Eux, ils voulaient axer plutôt sur le sport. Parce qu'ils ont une problème. Enfin, il y a un collège avec des formations sportives et tout. Donc, ils sont venus voir. Mais il n'y a pas de limite. La limite, c'est quel est le projet politique, comment vous appréhendez la volonté de faire rentrer les gens, quel type de gens, quel type d'action, et après les services, ils en découlent. Et donc oui, ça a été compliqué de faire travailler les gens ensemble, surtout que dans une ville, on aime bien cloisonner, et donc le service jeunesse, il travaillait pas avec le service enfance, et quand j'ai dû signer un bon de commande pour un bus pour aller à Bagatelle, et le même jour, un autre bus pour l'autre service pour aller à Bagatelle au même endroit, je leur ai dit arrêtez, vous avez le droit de vous parler aussi, c'est pas. Et donc ça, en effet, on a cassé un petit peu les habitudes et donc c'est toujours compliqué. On va pas dire, j'ai beau être un maire communiste, je sais bien que les fonctionnaires, j'en suis un, on a quand même nos habitudes, notre atavisme, et il a fallu pousser un peu les murs. Mais on l'a fait en rassurant les gens, en les formant, en leur permettant de travailler ensemble, et ensuite en répondant aux besoins. On a vu au bout d'un an qu'il y avait un certain nombre de difficultés, on a fait un audit et on a donné des réponses concrètes aux difficultés qu'il pouvait y avoir. Mais c'est vrai que la limite, c'est ce que vous avez envie d'y mettre, c'est votre projet à vous, et il est cohérent par rapport à vos choix politiques. Et monsieur le maire, ce que vous
avez fait là, moi, ce que je comprends, est-ce bien ça, c'est que vous avez commencé cette concertation et parler avec les besoins et mettre tout le monde autour de la table au moment de la programmation de votre équipement, c'est-à-dire, j'ai compris, avant le concours d'architecture. C'est ça, si vous pouvez nous préciser. Oui. Comme on n'était pas légitime, une ville de 7000 habitants qui veut une médiathèque, c'est pas légitime. Il y en avait plein d'autres, et donc il a fallu qu'on fasse une première AMO financée par la région. Et à ce moment-là, le conseiller culturel de la DRAC nous a dit taratata, cette AMO-là, elle vaut rien, il faut en prendre une deuxième. Donc on a eu le temps de travailler, vraiment de prendre le temps de savoir ce qu'on voulait. Et quand le concours d'architecte il a été fait, on savait déjà ce qu'on voulait mettre dans la boîte. Et donc on n'a pas fait après, parce que si vous le faites après, c'est pas possible. Il faut associer les gens dès le départ. C'est un projet qui va tellement changer les habitudes de travail, les façons de faire, qu'il faut que les agents, ils sachent, ils soient au courant et qu'ils soient associés et qu'ils fassent eux-mêmes des propositions. Je dis, quand on est allé aux Pays-Bas et qu'on voit les étudiants qui sortent leur pot de Nutella, qui tartinent leur tartine et qui mangent un agent du livre en France qui voit ça, il tombe raide mort. C'est même pas la peine. Par contre, un animateur, quelqu'un qui a l'habitude avec les gamins, il va dire, bah si, c'est vrai, on peut le faire, nous on le fait. Et du coup, ça permet d'avoir des perspectives autres. Mais pour ça, il faut prendre le temps, en effet, de construire un projet. Le but, l'architecte, il vient après. L'architecte, c'est un magicien qui sait répondre à toutes les questions. Ah non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. L'architecte, il a les réponses techniques. Il sait. Alors après, il faut discuter avec lui sérieusement sur la fonctionnalité et tout. Mais il a les réponses. Mais d'abord, pour avoir les réponses, il faut avoir les questions. Et donc, le projet, c'est de mettre en place toutes les questions qui se posent. Et après, lui, il trouve les réponses. Et oui, ça, une fois de plus, c'est le programme, l'écriture du programme, c'est fondamental dans un concours. Monsieur le maire, vous êtes absolument passionnant, mais il va falloir qu'on s'arrête là maintenant pour continuer à échanger. Et on va inviter la ville de Saint-Marcellin, en Isère. Alors non, je crois qu'il y a eu une inversion, excuse-moi, Francis. Ah, d'accord. Une inversion de programme. Donc la ville de Saint-Marcellin a accepté de passer après. Et Merci là, beaucoup.